Dans cette vidéo, je vais te parler de ma stratégie globale, je vais te parler de mon système de day trading. On va voir ce que j'appelle les cheminements A et T, avec A l'analyse du contexte, S pour la stratégie et T pour le trade setup. Je vais te montrer ma stratégie globale, je vais te montrer comment est-ce que je structure mon système de trading aussi robuste qu'il est quasiment impossible de ne pas être profitable avec. La plupart des systèmes de trading qui fonctionnent suivent ce même cheminement. À la fin de cette vidéo, tu vas avoir un main, il va avoir un détail avec des exemples à l'appui, les clés d'un bon cheminement qui est profitable. Et si le problème n'était pas toi, et si le problème était ta façon de t'organiser, alors t'es prêt? Reste jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti. Alors la première étape, c'est ce que j'appelle l'analyse du contexte. L'analyse du contexte va me permettre de définir un biais directionnel global. Un biais directionnel global, c'est très important. Et moi, je vais m'appuyer sur 3 types d'analyses. Je vais faire donc une analyse fonda, je vais faire une analyse comportementale et je vais faire une analyse technique. L'analyse comportementale, ça va être donc l'étude du calendrier économique des data. Ok, quels sont les datas qui vont tomber aujourd'hui? Est-ce que les marchés vont être dans l'attente de ces datas? Est-ce que les marchés vont anticiper ces datas pour se positionner avant, etc. Puis je vais aussi étudier les positionnements retail. Est-ce qu'il y a plus de traders retail qui sont à l'achat pour me positionner à la vente? Parce que c'est l'indicateur sentiment retail, c'est un indicateur contrariant. Donc si tu as plus de traders à l'achat, tu vas donc avoir un biais baissier pour cet indicateur. Maintenant, il y a aussi l'analyse technique. Pour l'analyse technique, j'utilise la LS Market Theory. Donc, il me permet de comprendre les contextes techniques du marché, étudier les impulsions, les corrections, les mouvements, les sommets, les creux, etc. À part cette étape-là, on a une étape intermédiaire. Je ne sais pas considérer dans les cheminements AST, mais c'est l'étape importante aussi que j'appelle la sélection de marché. Je vais maintenant sélectionner un marché qui m'intéresse, dépendamment de mon analyse, dépendamment du contexte que j'ai étudié pour cette journée-là, parce que c'est un système de day trading. Je vais maintenant mettre en place une stratégie. Donc une stratégie qui va donc être bien adaptée, qui va être adaptée au contexte que j'ai étudié. Puis à la fin, je vais prendre un trade. La plupart des personnes font tout l'inverse. Ils vont donc chercher un trade setup, ils vont trader uniquement des trades setup, mais ça ne marche pas. Le contexte est plus important que le contexte est plus important que les trades setup. Mon approche de trading, c'est une approche basée sur le contexte. C'est pas une approche basée sur les setups. On le voit tout le temps. La plupart des personnes qui sont en train de chercher les setups miracles, la stratégie parfaite, qui vont donc juste appliquer, ils vont donc aligner quelques indicateurs, ils vont aligner quelques setups et boum, la rentabilité au rendez-vous. Ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir un cheminement type cheminement AST. La première chose que je fais d'habitude, c'est d'étudier l'analyse fondamentale. Le problème de l'analyse fondamentale, la plupart des personnes essaient de faire ça très compliqué et ils essaient de vous transformer en économiste. C'est pas ça le but. Quand on a une analyse fondamentale, c'est juste chercher des informations importantes. Chercher les 80-20 importants. Est-ce que vous avez besoin, c'est d'arrêter tout ce que vous faites, arrêter de circuler sur des dizaines, des centaines de sites pour trouver les informations. Utilisez que 2 sites internet. Utilisez Forex Factory pour regarder votre calendrier économique des data. Vous allez avoir vous allez avoir les heures et les datas que vous allez travailler. Et moi, ce que j'aime avec Forex Factory, c'est qu'on a la capacité d'utiliser le filtre. Ça me permet donc de filtrer uniquement les actifs qui nous intéressent. Moi, par exemple, je trade les GBP USD, l'euro dollar et les DAX à la session de Londres. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller regarder d'autres actifs. Donc je filtre et je regarde uniquement les données qui touchent à ces actifs-là. De l'autre côté, vous avez Financial Juice. Financial Juice, vous allez avoir une newsfeed. Bien sûr, le newsfeed va être delay, donc va être un peu en retard, mais c'est pas le plus. Voilà, ça, voilà, c'est pas important que vous preniez des abonnements chers ou que vous puissiez avoir les données en temps réel. On s'en fiche. Ils sont décalés de quelques minutes, mais on s'en fiche parce que le plus important ici, c'est de regarder les informations qui sont tombées. Interpréter ces informations pour se forger un biais directionnel. C'est ça le plus important. Je ne suis pas scalper, je ne sais pas trader les news, je ne sais pas trader les annonces qui sortent. Par exemple, Trump poste un tweet, vous allez voir un tweet important qui peut avoir un impact énorme sur le marché, vous l'aurez sur Financial Juice. Ça, vous ne pouvez pas le voir dans un calendrier économique. Donc, si par exemple, il y a une tsunami au Japon, vous allez les voir sur Financial Juice et pas dans un calendrier économique. S'il y a par exemple les escalades dues au conflit géopolitique, vous verrez ça ici. S'il y a par exemple le président Maduro qui a été pris par l'armée américaine, vous allez voir ça sur Financial Juice. Et ces combos, c'est les combos parfaits que vous avez besoin pour étudier et commencer à avoir une aperçu sur votre analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est pas compliqué. La plupart des personnes essaient de la faire compliquée, mais elle n'est pas compliquée. C'est juste l'analyse macro et l'analyse du contexte géopolitique. Donc, quand vous combinez l'analyse macro et l'analyse du contexte géopolitique, vous avez votre analyse fondamentale. Maintenant, on va prendre un exemple que j'ai tradé personnellement sur le marché cette année.
le 6 mars 2026, je vais vous montrer en détail un trade de A à Z, comment est-ce que je l'ai pris en utilisant ce fameux cheminement AST et comment est-ce que j'ai été organisé, quelles sont les clés de mon système de day trading. Premièrement, quels étaient les événements qu'on avait vus cette journée ou avant cette journée, cette semaine-là. Il y a eu, premièrement, la guerre au Moyen-Orient. À partir du 27 mars, on a eu l'opération Epic Fury qui a débuté. Il y a eu les États-Unis qui ont attaqué l'Iran. Et du coup, il y a eu sur le marché ce qu'on appelle la fuite vers les vallées refuges. Vous savez, quand il y a un conflit géopolitique, les actifs, donc l'argent, n'aime pas les risques. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va fuir ces actifs à risque pour aller se réfugier dans des actifs sûrs. Quand on parle d'actifs sûrs, on parle de l'or, on parle du dollar, on parle du yen japonais et on parle des francs suisses. Ces actifs-là sont de valeurs refuges ou des obligations américaines, bien sûr. Donc, on va au déprimant des actions, on va donc privilégier les actifs refuges. Mais du coup, on le sait, l'or ne pourrait pas jouer sa casquette de valeur refuge parce qu'il était surévalué et il était en train de baisser quand ces conflits ont commencé réellement. L'or était surévalué quand ces conflits ont commencé. Puis, on a eu les gold, donc puis on a eu le pétrole qui a explosé. Le pétrole a explosé de plus de 60%. Ça a donc créé une crainte d'une récession énergétique pour l'industrie lourde allemande. Bon, j'ai étudié les DAX et ce sont les données que j'ai répertoriées. On a aussi eu une baisse des exportations, donc les sentiments négatifs sur les prévisions de croissance à long terme sur les DAX. Donc l'actif qui m'intéressait, c'était soit acheter $10 ou soit vendre des DAX parce que l'argent fuyait les actifs à risque, donc les indices, parce que les DAX c'est l'ensemble des 40 entreprises allemandes et du coup l'argent fuyait ces actifs-là et on voit que les DAX ou la zone euro était plus impactée suite à ces conflits géopolitiques. Maintenant, quelle est mon analyse technique? Parce qu'avoir une analyse fondamentale, avoir une idée fondamentale n'est pas suffisant si ce n'est pas appuyé par l'analyse technique. On n'est pas des investisseurs, on est des spéculateurs. On va donc devoir spéculer sur les prix. Maintenant, côté analyse technique, qu'est-ce qu'on avait? Première chose, un daily, qu'est-ce qu'on avait? On avait, donc quand les conflits ont commencé à partir de là, quand le premier missile a été envoyé à partir d'ici, on a eu le marché qui a ouvert un gap baissier. Donc les DAX, donc là je suis sur le DAX Index, les DAX avaient ouvert avec un gap baissier. On a eu un gap baissier en dessous de $25 000. Et du coup, on a eu de forts mouvements. Le marché a vraiment baissé. Dommage, je n'avais pas eu de grosses opportunités ici. J'ai rappelé encore une fois, je ne suis pas scalper, je ne traite pas les annonces. Je les analyse, je les interprète, je trouve une direction. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu une forte impulsion baissière. Et cette impulsion baissière a cassé à la baisse un petit range qu'on avait ici en daily. Donc, on avait la borne basse du range, la borne haute. Et le marché a break avec un bougie de volume important ici. Donc, ça veut dire que juste ces données-là nous donnent déjà une probabilité assez importante de voir un mouvement continuer. On avait vu ici une incapacité du marché à aller faire en plus haut avant même que la data ne sorte. Donc, on avait un range qui était dessiné. Le range était break par les bas et on avait un marché qui allait continuer à baisser. Les momentum étaient forts. Maintenant, ici, quand on regarde H4, parce qu'il faut toujours analyser au minimum sur 2 unités de temps pour lire les contextes généraux et avoir beaucoup plus d'informations. On avait ici un sommet creux, parce qu'une impulsion daily, c'est une tendance H4. Et je l'ai dit tout le temps dans mes vidéos où je vous apprends l'analyse technique. Bon, le but derrière n'est pas de vous apprendre la LS Market Theory. Je vous mettrai une vidéo dans la description qui va donc vous apprendre de A à Z la LS Market Theory ou comment analyser le marché de façon simple et logique grâce à une série de dualités. Vous savez donc la LS Market Theory, comme la façon d'analyser le marché, c'est basé sur 2 éléments importants. Un, la structure des marchés et les taux d'intérêt. Maintenant, à ce niveau ici, quelle était ma structure des marchés? On voit ici, tu vois une impulsion. Donc, quand on voit une impulsion de marché, tous ces concepts, je les apprends dans la LS Market Theory. Vous voyez une impulsion de marché, vous voyez une correction. Ce qui suit après, c'est une autre impulsion. Et on le sait, quand on a une impulsion sur le marché, on a une correction. Donc, le marché s'essouffle, il y aura une autre impulsion. Moi, je regarde toujours ça comme une personne qui est sur vélo. Il est en train de rouler, il accélère fort, puis il s'essouffle. Après, il va réaccélérer fort. Donc, moi, ce que j'attendais, mon scénario, c'était que le marché explose et part chercher les niveaux ici, les niveaux en vert. C'est un niveau daily important. Puis, une fois que les niveaux daily importants est cassé, on peut aller ici. En fait, les niveaux des support et résistance, ce ne sont pas des niveaux magiques où le marché doit réagir ou faire une fausse cassure ou le casser. Un niveau de support et résistance, c'est un niveau où si le marché venait dessus, ça changera la probabilité. Mais les probabilités seront baissées. On a 40% de probabilité de baisser et que le marché commence à baisser. Quand on arrive sur ce niveau de résistance, il peut y avoir 2 possibilités. Soit 1, les marchés rebondissent dessus, soit 2, le marché les casse. Mais s'il n'y a pas de niveau de support et résistance, le marché ne peut pas
rebondir dans le vide. Il faut que ça trouve un niveau. C'est ça le but et l'importance de ces niveaux de points d'intérêt. Maintenant, mon scénario était d'aller ici. Donc, si les marchés baissent, part chercher les 23 370 et mon biais était vendeur parce qu'on voit voilà, on est dans une tendance baissière. On a une impulsion ici. On veut de casser en range à la baisse. Et biais est vendeur. Maintenant, l'autre élément important à analyser qui est entré en compte dans mon analyse tripartite, donc analyse technique fondamentale et comportementale, c'est les sentiments retail. Les sentiments retail, c'est vraiment un game changer si vous l'utilisez correctement. En fait, c'est un indicateur contrarié. Donc, vous regardez, dépendamment des données offertes par deux brokers, les positionnements des traders retail. On sait que 80% d'entre eux ont tort. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner contre eux. Donc, on a ici, par exemple, 64,40% des traders retail qui sont à l'achat. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va donc avoir un biais vendeur. Et on vous mettra toujours une petite flèche ici. Donc, cet outil, il est gratuit aussi. Vous la retrouverez sur les sites FXSSI, auquel vous allez avoir différentes données des différents brokers. Il va vous donner une moyenne. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est la moyenne. Je vais donc regarder, dépendamment des brokers sur l'actif que je suis en train de travailler, je vais regarder la moyenne. On voit qu'en moyenne, 66,27% de traders sont à l'achat et 33,73% de traders sont à la vente. Et regardez, on a vu le marché qui était baissier, une tendance baissière. Pourquoi est-ce qu'ils sont à l'achat? Maintenant, là, mon biais ici, il est vendeur. J'ai un biais vendeur ici, compter sentiment de marché. Donc j'ai un biais fondamental qui me dit de vendre, parce que de vendre les DAX, parce qu'il y a une fuite vers la sécurité. Donc on est en train de vendre les actifs risk-on et on est en train d'acheter les actifs risk-off. Et derrière, j'ai mon analyse technique qui me dit qu'on a fait une impulsion, une correction et on peut avoir une autre impulsion. Le passage est dégagé, il n'y a pas de niveau, donc il est en dessous. Donc là, les prochains points d'intérêt, il est en dessous. Il y a quand même de la marge à jouer, parce que mon trading, c'est le trading zone to zone. Dans l'analyse comportementale, avec les sentiments de marché, il me montre que mon biais est vendeur, parce qu'il y a la plupart des traders retail qui sont à l'achat, moi je vais aller à la vente. Et là, j'ai quelque chose qui est propre, quelque chose qui est complet. J'ai mon analyse technique qui est dans une direction, mon analyse fonda qui est dans une direction, et mon analyse comportementale qui me dit, voilà, analyse technique fondamentale et comportementale, tous me disent de shorter le marché. Maintenant, comment est-ce que j'utilise, comment me sert l'analyse, ou pourquoi je fais tout ça? Je fais tout ça pour avoir le contexte global. Le contexte global, il va être indiqué par trois types de contextes. L'analyse fondamentale, l'analyse technique, donc le contexte technique, le contexte fondamental et les sentiments de marché. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pondérer, je vais calibrer mon risque en fonction du contexte technique fondamental et du sentiment retail. Imaginez par exemple si j'ai par exemple un contexte fondamental qui est net, ok, comme par exemple le contexte fondamental qu'on est en train de voir, parce qu'à ce niveau-là, quand il y a un conflit géopolitique, personne ne s'intéresse aux données macro. Le focus est sur la conflit géopolitique. Aussi longtemps que le détroit d'Ormuz sera fermé, on va continuer à shorter. Et c'était là où le focus du marché était à ce jour-là. On ne se concentrait pas sur les données macro. D'ailleurs, cette journée-là, le 6 mars, je me souviens, c'était une journée où la NFP allait tomber. C'était les premiers vendredis du mois. On avait les données US qui allaient tomber. Et personne ne s'y intéressait parce que le focus était sur les contextes géopolitiques. Maintenant, vu que mon contexte fondamental est clair, je vais donc prendre x0,4 mon Pmax. Attention, le Pmax est différent du Rmax. Le Rmax, c'est pour mesurer le potentiel d'une opportunité. Le R, c'est pour mesurer le potentiel d'une opportunité. Et le Rmax, c'est le risque maximum que vous êtes autorisé sur cette opportunité. Mais par contre, le Pmax, c'est les risques en pourcentage que vous êtes prêt à risquer sur une opportunité. Et on ne peut pas mettre les mêmes risques sur la table. Bien sûr, dépendamment de votre maturité, dépendamment de votre avancée. Parce que je ne vous dis pas d'utiliser un risque dynamique si vous n'avez pas au moins des intra-records. Mais le risque dynamique, ça change tout. Quand vous faites un risque dynamique, vous allez avoir des opportunités parce que tout est basé sur des probabilités. Si tu es en trade avec un ratio risk-reward de 1 pour 1 et que tu n'as pas assez de probabilité derrière, tu vas perdre. Tu vas avoir un trade perdant. Et ces trades-là, dans des séries de pertes assez longues, si tu n'as pas vraiment bien étudié le contexte, tu vas donc subir perte après perte et ton drawdown sera important. Avec un bon calibrage du risque et une compréhension du contexte, tu vas réduire tes drawdowns. Et c'est pour cette raison qu'on fait un calibrage du risque. Donc si mon contexte fondamental est net, je vais mettre x0,4 mon Pmax. Par exemple, mon Pmax, elle est de 1%. Je vais donc mettre 0,4% sur cette opportunité sur la table. Mon contexte technique, elle aussi, si par exemple le contexte technique est net, je vais donc, comme par exemple les contextes techniques qu'on a vu, il était net, je mets donc le maximum, 0,4 mon Pmax. Et du coup, si mon sentiment de marché est dans la même direction que moi, si par exemple j'essaie de shorter et que la majorité de traders retail sont à l'achat, donc j'ai un biais vendeur sur le sentiment de marché, je vais donc mettre les 0,2 restants. Mais par contre, si c'était à l'opposé, j'avais un biais fondamental qui était net, un biais technique qui était net, mais j'avais les sentiments de marché qui étaient à l'opposé, je pourrais donc mettre x 0,8 mon Pmax. Donc si je risque 1%, c'est ça mon Pmax, je vais donc mettre 0,8 cette opportunité, vous l'avez bien compris. Maintenant, voilà, dépendamment si c'est moyen, je mets 0,2, si c'est faible, 0,2. Et puis avec ces cadres ici, je vais donc
calibrer mon risque et savoir combien je vais mettre en termes de pourcentage de mon Pmax sur une opportunité. Voilà, après cette étape d'analyse du contexte est passée, je vais parler de la deuxième étape, une étape intermédiaire du cheminement AST, c'est la sélection de marché. Si tu regardes plusieurs marchés à même bien sûr, si tu ne regardes pas plusieurs marchés en même temps, ça sert à rien de passer par l'étape de la sélection de marché. Parce que tu connais le marché que tu travailles. Mais si tu traites plusieurs marchés en même temps, donc plusieurs actifs en même temps, tu vas donc sélectionner un marché qui t'intéresse. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais sélectionner un actif à forte espérance de gain. Donc, je vais me baser sur les probas, je vais me baser sur les probabilités estimées. Dépendamment de ce que j'ai analysé, les contextes, la netteté du contexte, parce que c'est soit vous avez une clarté de la situation, soit vous avez une situation qui n'est pas claire. Si vous avez une situation qui n'est pas claire, il y a plusieurs éléments qui divergent, vous ne déduisez rien, c'est la prochaine direction des cours. Par contre, si vous avez plusieurs éléments qui divergent dans une direction, vous allez en déduire quelque chose, c'est la direction prochaine des cours. Alors, vu que je vais me baser sur les probabilités estimées, je vais donc regarder là où les probabilités sont les plus importantes et où les biais global est clair, où le contexte global est clair. Donc là, j'ai une analyse fondamentale qui est claire, une analyse technique bien propre, une analyse, un contexte de marché qui est clair. C'est par exemple, parce que le plus important, c'est pas le RR, le plus important, c'est les probas. Parce que si tu as un RR de 1 pour 10, mais le marché n'arrête jamais, ça ne sert à rien. Tu vas perdre. Et ça, c'est pas favorable. Deuxième élément que je regarde, c'est que je vais aussi regarder le potentiel RR. Bien sûr, je ne le mets pas de côté, je vais aussi le regarder. Mais en premier lieu, je commence d'abord par regarder les probabilités estimées. Quelles sont les chances que le marché touche mon target et quelles sont les chances que le marché touche mon stop loss sur ces marchés spécifiques. Si elles sont faibles, je vais aller chercher sur un autre actif. Cette étape-là, c'est l'étape très importante. Mais avant de passer à la stratégie, je vais d'abord vous expliquer un truc très important. En fait, moi, je suis spécialisé à l'ouverture de la bourse de Londres. Parce que quand on est des traders, il faut avoir sa session spécifique. Ma stratégie, elle est simple. Moi, la philosophie derrière est que, en fait, à chaque ouverture de marché, il y aura le market maker qui va entrer en activité. Il va donc vendre des actifs. Ok, il va vendre des actifs aux personnes qui veulent les acheter. Donc, les personnes qui viennent injecter du volume dessus. Et du coup, à ce moment-là, à l'ouverture d'une bourse, les gros volumes vont être échangés. Il va y avoir du mouvement. Parce que plus il y a du volume, plus il y a les marchés qui vont bouger, et plus nous, on va avoir des opportunités. Et le but derrière est simple. Quand on a une injection massive des volumes concentrés sur une certaine plage horaire, on va se positionner dessus. Pour vous donner un exemple simple, regardez sur les GBP/USD, moi c'est ce genre de mouvement. Donc on a pendant la nuit une compression de volume, et puis à l'ouverture de la bourse, on a un regain d'activité, on a une activité qui arrive, et le marché qui potentiellement, bien sûr pas tout le temps, pas tous les jours, sinon ça serait facile, et on se referait tous des millions, mais je vais m'exposer à ce genre de mouvements, un mouvement qui accélère fortement. Imaginez par exemple, on est dans un contexte où tout le monde est en train de fuir les actifs à risque. À un certain moment, les actions vont fermer, les actions ne vont pas coter. Mais quand il va y avoir l'ouverture des cotations des actions, la plupart des fonds, parce que c'est eux qui font bouger le marché, parce qu'on sait que la plupart d'entre eux ne font pas de la spéculation, ils sont là à but d'investissement, ils sont là pour investir, pour faire bouger l'argent, pour alloquer de leur portefeuille, parce qu'on a les hedge funds, on a le family office, on a les corporate hedgers, ou les entreprises multinationales, ou les multinationales, ils vont hedge leur position, ils vont se couvrir, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter de cette poussée baissière ou cette poussée haussière lors de l'ouverture d'une bourse. Et moi, je me concentre personnellement sur l'ouverture de la bourse de Londres qui s'est faite, tu vois, entre 7 heures. Je me concentre sur l'ouverture de la bourse de Londres entre 7 heures et 10 heures. Donc, heure GMT, donc mon heure locale, c'est 9 heures, 12 heures. Pendant cette période-là, je vais donc regarder s'il y a du volume qui sont injectés, s'il y a des volumes qui sortent d'un actif, s'il y a des volumes qui entrent dans un actif, et je vais profiter du mouvement. Et j'ai une approche qui me permet de comprendre si les volumes sont quasiment en train d'être injectés. Bien sûr, c'est tout un autre sujet. Donc moi, je traite personnellement les GBP/USD, l'Euro/USD et les DAX à l'ouverture de la bourse du matin. Parce que je sais que ce sont des actifs qui, potentiellement, c'est logique que s'il y a des volumes qui sont retirés, qu'il se faut à ce moment-là. Soit par exemple, si tu es une entreprise américaine qui veut acheter des actions allemandes, il va les acheter à l'ouverture de la bourse, des bourses américaines, des bourses européennes. Okay. Si on a par exemple,
Voilà. Et du coup, on peut aussi avoir des échanges. Par exemple, si un fonds américain veut acheter les DAX, il va d'abord échanger ses dollars en euros pour acheter des DAX. Vous voyez, donc il peut y avoir du mouvement qui va se créer à ce moment-là. Voilà, donc après cette étape de sélection de marché, il va y avoir une deuxième étape que j'appelle la stratégie. La stratégie va me permettre maintenant de maximiser mon espérance de gain. Donc la stratégie, c'est une partie de la méthodologie qui me permet de maximiser mon espérance de gain. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me forger une conviction. Donc la stratégie, elle me permet de me forger. La stratégie, elle me permet de me forger une conviction. Donc j'ai mon analyse, je l'ai de mon contexte, je vais maintenant me forger une conviction. Une conviction avec une stratégie. Et je vais le faire de façon technique, c'est des unités de temps inférieures et sur une bonne session. Je vais commencer à le faire sur une bonne session. Et deuxièmement, je vais donc chercher une stratégie adaptée au contexte que j'ai étudié. Je vais donc faire aussi mon calibrage des risques. Ça, je vais le montrer en amont. Je vais aussi faire les choix de l'actif et la session. Par exemple, si je trade l'euro-dollar, les DAX ou les GBP/USD, je ne les traderai pas pendant la session asiatique. Ça ne me sert à rien et ça ne sera même pas profitable. Je les traderai pendant la session de Londres. C'est là où il va bouger le plus souvent. Alors avant de vous parler de comment est-ce que j'utilise mes différentes stratégies, je vais donc vous faire un petit aperçu de comment maximiser l'espérance des gains. Le mouvement en noir, c'est les marchés, c'est les prix, appelez ça comme vous voulez. Mais si vous vous positionnez par exemple à l'achat dans une tendance haussière, vous avez une espérance des gains qui est maximum. Pourquoi? Parce que dans l'espérance des gains, c'est une formule qui a des éléments. Premièrement, vous avez les ratios risk-reward et deuxièmement, vous avez les taux de réussite. Si vous vous positionnez dans une tendance haussière, si vous achetez dans une tendance haussière, vous avez beaucoup plus de probabilités qu'une personne qui est en train de vendre dans une tendance haussière. Si vous vendez dans une tendance baissière, vous avez beaucoup plus de probabilités d'avoir des gains, des trades intéressants, des trades qui ont des ratios risk-reward de plus de 1 pour 3 et en même temps d'avoir beaucoup plus de probabilités. Ouais. Donc pour maximiser l'espérance des gains, il faut donc trader à l'achat dans une tendance haussière et trader à la vente dans une tendance baissière. Bien sûr, nous, on a constitué une stratégie derrière qui nous permet d'entrer à des moments spécifiques. Je vais vous donner un exemple simple de comment est-ce que trader dans la bonne direction nous permet de maximiser l'espérance des gains, parce que pour maximiser l'espérance des gains, c'est avoir un taux de réussite important et des probabilités qui sont à notre faveur. Regardez par exemple ici, si vous avez un taux de réussite de 60% et que vous avez un ratio de 1 pour 3, okay, parce qu'il faut entrer au bon moment pour avoir un ratio de 1 pour 3, parce que si vous entrez à la vente par exemple ici, votre ratio de 1 pour 3, parce que les grosses impulsions, elles se font dans une tendance. Donc si tu es dans une tendance haussière, le gros mouvement, les impulsions, tu vas avoir des impulsions haussières. Si tu es dans une tendance baissière, tu vas avoir des impulsions baissières. Et quand tu es dans un mouvement, tu veux que tu puisses avoir un stop loss le plus court possible et que tu puisses avoir un TP le plus élevé, pas le plus élevé possible, mais un TP qui est quand même assez éloigné pour quand même laisser la marge et avoir des ratios risk-reward intéressants. On voit qu'ici que l'expérience des gains, elle est de 1.4. Bien sûr, atteindre l'expérience des gains de 1.4, c'est énorme, mais quand on se positionne au bon moment, on a la possibilité d'avoir ce genre d'espérance des gains. Donc on maximise l'espérance des gains. Mais là, pour ce faire et nous exposer uniquement aux impulsions, donc ce genre de mouvements qui explosent énormément, on entre à l'achat, les mouvements explosent et décalent, on a les prix qui se décalent fortement et on donne des ratios risk-reward importants. On a 3 stratégies dans la LS méthode. On a ce qu'on appelle la stratégie de suivi de tendance. On va avoir un mouvement, on va avoir une impulsion, puis on va avoir une petite correction. On va donc suivre le mouvement, on va donc suivre la tendance. On a une autre stratégie qu'on appelle la stratégie des sorties de range. Donc on a le marché qui corrige. Donc on a là une correction qui est longue dans le temps. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner un range. Et à la sortie, on va anticiper la sortie de ces ranges pour profiter de ces gros mouvements. Ça, c'est la stratégie des sorties de range. On a une autre stratégie qui est intéressante. Quand on voit un mouvement qui a déjà décollé, un mouvement qui a explosé, on a un fort mouvement et on est tout là-haut. On a trouvé un point d'intérêt, on a trouvé un niveau de résistance par exemple, et le marché, et si le point s'est retourné. On va donc avoir une stratégie qu'on appelle la stratégie de contre-tendance. On va donc se positionner et on va profiter des prises des bénéfices des personnes qui étaient à l'achat. Donc si il n'y a pas un fort mouvement avant, il n'y aura pas de prise de bénéfices violents, un gros retour de bâton. Et nous, cette stratégie, elle nous permet d'anticiper ces retours de bâton. Parce que si on essaie de vendre dans une tendance baissière, parce que là, cette stratégie, elle profite de la faiblesse du mouvement. On attend d'abord qu'un mouvement accélère fortement et s'affaiblit et on profite du retour de bâton. Voilà les 3 stratégies qu'on utilise dans la LS stratégie que j'utilise d'ailleurs dans mon système de day trading. Maintenant, revenons à notre trade sur les DAX.
Je vous ai dit qu'on avait l'analyse qui était simple. On avait donc les délits, on avait les H4 qui nous disaient qu'on était en tendance baissière. On avait une forte impulsion baissière. Et quand on a une impulsion baissière, cela veut dire qu'on est en tendance baissière. C'est assez logique. Et on peut même regarder la théorie d'eau. On a des sommets de plus en plus bas. Et on a fait un creux ici, on a fait un sommet ici. Et nous, ce qu'on attendait, c'est que les marchés nous forment un nouveau plus bas. Le contexte était clair. Maintenant, quand on regarde H1 et on regarde que le marché a break ces niveaux ici, on a une espèce de double sommet ici. Et puis, quand le marché a break ces niveaux-là, donc ça veut dire qu'il y avait de l'intérêt à la vente, les vendeurs revenaient sur le marché. On va essayer que les acheteurs commençaient à reprendre la main, mais là, les vendeurs ont repris la main. Et là, voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on regarde? D'ailleurs, c'est les règles de la stratégie. On voit donc le marché qui revient sur les niveaux de Kijun. Ok, le marché revient sur le niveau de Kijun, mais il n'y a aucune clôture au-dessus. Donc, s'il n'y a pas de clôture au-dessus, la tendance baissière ou la dynamique baissière, elle tient toujours. On est en dessous du Kumo, en dessous du nuage. Et là, la seule chose qu'on pourrait faire ici, c'est shorter le marché. On était donc dans une stratégie qui était appropriée et on pourrait shorter le marché maintenant. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un gros mouvement qui s'est formé ici et on était pendant l'ouverture de la bourse de Londres. Donc, tous les éléments confluaient, tous les éléments entraient en ligne de compte. On avait tous les éléments, une alignement de planète. Donc, le but du cheminement AST, c'est faire l'analyse à H4, c'est forger une conviction et étudier une stratégie adaptée à H1, et puis derrière, maintenant, aller à M15. Donc, on ne traite pas les bouts de notre nez, on comprend d'abord les contextes, puis on cherche les trades setup après. Parce que si vous vous mettez à trader uniquement les setups tout le temps, peut-être que vous ne serez pas profitable, vous serez flat. Mais l'analyse des contextes minutieuse est très importante. Quand la plupart des personnes vous apprennent le trading, ils ne se concentrent pas sur le développement de compétences. Le trading est une compétence complexe. Il faut être un analyste, il faut être un stratège et il faut être un bon exécutant. Et c'est le développement de compétences qui changeront des choses dans votre trading. C'est pas une énième information ou une énième stratégie. Ok, une énième connaissance en quelque sorte. D'ailleurs, si vous voulez apprendre beaucoup plus avec moi, j'espère que si vous êtes arrivé à cette partie de la vidéo, parce que vraiment ce que j'ai parlé vous intéresse énormément, alors il y a un lien dans la description, ça sera vers mon site web où vous allez trouver une façon d'apprendre avec moi. Bref, on continue la vidéo. Donc là, le contexte était clair, on voulait shorter les DAX cette journée-là. On voit la stratégie, elle était aussi claire parce que les règles de la stratégie, elles sont validées. On a donc une clôture minimum dans le nuage KSTS. On a donc les marchés qui n'apparaissent ici à casser le niveau de Kijun. On est en dessous du nuage, tout était propre, tout nous disait déshorter. Et on voit qu'il y a un fort mouvement qui s'est formé ici après une correction. Donc il y a une impulsion ici, une correction, et on peut avoir une impulsion avant, donc juste à l'ouverture de la bourse. Maintenant, vu que l'analyse est validée, la stratégie est validée, c'est uniquement là qu'on peut aller chercher à trader. Et on sait pertinemment que cette journée-là, elle va être intéressante. On va maintenant donc aller sur l'unité de temps inférieure pour regarder si il y a un setup approprié à une stratégie de suivi de tendance. Maintenant, les dernières étapes du cheminement AST, c'est les trades setup maintenant. Les trades setup, c'est juste les trading. Donc, le trade setup pour l'exécution, c'est chercher un setup de trading approprié à la stratégie. Par exemple, je le sais, quand on a une stratégie de suivi de tendance, les setups qu'on peut avoir, c'est soit un Kumo pullback type 1 ou un Kumo breakout. Bon, voilà, c'est soit un Kumo pullback ou un Kumo breakout type 1. Donc, dans une stratégie de suivi de tendance, on peut avoir soit un Kumo breakout type 1 ou un Kumo pullback. C'est uniquement ces deux configurations graphiques là que je peux avoir dans cette stratégie. Si je retrouve par exemple un KBO par exemple, une configuration de Kumo breakout, elle n'est pas appropriée à la stratégie et les probabilités ils sont faibles. J'ai déjà testé ça sur plusieurs trades, plus de 200 trades, et je sais que c'est comme ça que j'arrive à avoir mon œil sur le marché. Donc les trades setup peuvent aussi me permettre de donc regarder, dépendamment de mon niveau d'entrée, de mon niveau de sortie, de mon niveau des stop loss, quel va être mon RR potentiel. Je vais donc étudier et regarder où est-ce que je vais mettre mon stop loss, en le cachant derrière le maximum d'obstacles possibles, parce que c'est ça le but d'un stop loss. On ne met pas n'importe où, on les cache derrière le maximum d'obstacles possibles. En fait, minimiser les chances qu'il soit touché et de maximiser les chances que notre TP soit touché. Et notre TP aussi doit être sur un niveau technique clair où le marché aura plus de probabilités de se renverser. En fait, profiter et de prendre tout ce que le marché nous met sur la table. Mais un autre élément que j'ai fait avec un trade setup, c'est qu'il y a différentes règles pour manager ma position. J'appelle ça les règles du cadrage dynamique. Donc là où les autres appellent ça le trade management, nous on appelle ça les cadrages dynamiques des positions. Parce qu'on va dynamiser les stop loss et à un certain moment, on peut même dynamiser nos TP.
Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi les calculs de la position. Quand on est dans une position, on s'assure que la position elle est bien calculée. Si par exemple on a un capital de 25 000 $, on ne perd jamais plus de 1%. Ce qui signifie donc 250 $, c'est cette opportunité-là. Alors on calcule minutieusement, on calcule la taille du stop loss et on calcule, et on calcule correctement euh, et on calcule correctement la position. Donc ça, c'est la dernière étape du cheminement AST. Et une fois ces étapes faites, on peut maintenant exécuter sur le marché. Bien sûr, toutes ces étapes, même si la vidéo est longue, c'est parce que je vous explique, mais ça prend juste quelques minutes. Maintenant là, il y a notre exécution. Donc là, on a nos stratégies qui étaient validées, l'analyse du contexte qui était propre. On a donc les trades setup ici qui a été exécuté. On voit ici que on avait un KBOTA 1. En fait, un KBOTA 1, pour mes élèves d'ailleurs, parce que la plupart des personnes qui ne sont pas encore mes élèves, ils ne vont rien comprendre. Un KBOTA 1, différemment d'un KBO, c'est que vous allez avoir la Chikou qui ne va pas sortir. Parce que quand la Chikou sort et les prix sortent, on est dans une tendance haussière. Parce que quand la Chikou et les prix sont au-dessus du nuage, on est dans une tendance haussière. Quand la Chikou et les prix sont à la baisse, on est dans une tendance baissière. On a par exemple les marchés qui a cassé ici. Voilà, le marché qui a cassé les Kumo ici. Bien sûr, on peut parler d'un Kumo breakout. Mais on entend que la Chikou n'a pas encore validé parce que le Ichimoku, c'est pas juste un indicateur ou un ensemble d'indicateurs, c'est un système qu'il faut regarder. Donc, c'est un ensemble d'indicateurs, un système qu'il faut regarder en entier. Il faut regarder chaque élément de l'Ichimoku pour étudier dans la globalité. On voit la plupart des personnes sur Internet qui parlent d'Ichimoku mais ne comprennent rien à cet indicateur. Ils vont l'utiliser isolément. Il y a certains qui vont même enlever Chikou, qui vont enlever la technique de la Kinjun. Ils vont juste utiliser les Kumo. Ça ne sert à rien. C'est un système complet. Et c'est un système qui est puissant, qui permet d'entrer dans le marché avec précision. Donc, ici, on a le marché qui a cassé par les hauts. C'était une fausse cassure du Kumo parce que la Chikou ne validait pas. Et on voit directement que le marché part à la baisse. Et quand on a cette configuration où on a une fausse cassure par les hauts, donc on a les prix qui cassent, mais la Chikou qui ne valide pas, on appelle ça une fausse cassure. Et c'est ça le but c'est ça la philosophie derrière un Kumo breakout type 1. Donc la Chikou ne doit pas sortir. Si la Chikou sort puis recasse à la baisse, on parle d'un Kumo breakout. Donc c'est un peu la différence entre un Kumo breakout et un Kumo breakout type 1. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'exécution était là. Donc la première bougie qui casse les Kumo, c'est là où on exécute. On regardez qu'il y a du volume dessus. Donc il y a le volume qui sont en train d'être injectés. Donc tout s'explique. On est dans une bonne session, une bonne actif, et on voit vraiment du volume qui sont présents. Le marché casse, les marchés valident. Et d'ailleurs, moi, mon préféré, d'ailleurs, le point de voûte de mon système, c'est la katana. La katana, c'est juste la fusion entre la Tenkan et la Kinjun. Donc, quand la katana se forme, les règles sont validées. Et là, je sais que je suis sur un trade qui peut littéralement exploser et qui a donc une espérance de gain qui est maximisée. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, après l'exécution, on a eu un stop loss ici, on le cache derrière la Kinjun, parce que si la Kinjun est cassée, c'est ce qu'on appelle, il va donc mesurer la dynamique du marché à moyen terme. Si la Kinjun est cassée, il n'y a plus de dynamique. Moi, je vais trader une dynamique, je vais trader une explosion de marché. Et si le marché revient et qu'elle casse par Kinjun, je vais donc directement sortir de la position. Et moi, ce que j'ai fait, c'est un petit hack. D'ailleurs, il y a des moments où le marché, au lieu d'exploser directement, il va donc chercher appui sur la Kinjun avant de vraiment exploser à la baisse. On peut regarder ici, voilà, ça c'est la suite du trade. On voit bien que le marché n'a pas littéralement explosé, comme je le voulais bien sûr, mais il est revenu, il a fait appui au pips près. Regardez comment c'est chirurgical, au pips près sur le niveau de Kinjun avant de réellement décoller. Et moi, j'avais un stop loss qui était un peu derrière. Je le dis tout le temps, les cadrages c'est juste cacher les stop loss derrière la Kinjun, mais pas trop la coller non plus. Parce que à ce moment-là, vu que le marché a formé une forte impulsion, il peut y avoir une petite correction, mais qui va être stoppée, qui va être arrêtée par la Kinjun. Et puis, il va décoller à la baisse. Et après, on a vu le marché qui a vraiment explosé. On avait un target autour de 23 370. Je pense que c'est un niveau que je vous ai montré dans l'analyse. C'était le prochain niveau qu'on cherchait, les prochains niveaux qui validaient notre scénario. Et du coup, on voit donc notre target était justement positionné en 23 370 sur les DAX. Parce que c'était un niveau de pro d'intérêt important, un niveau qu'on a vu sur des unités de temps supérieures. Donc les unités de temps supérieures me permettent d'étudier le contexte technique et me permettent aussi de trouver mes différents points d'intérêt où le marché peut s'arrêter. Je me forge un scénario, je me dis, bah tiens, le marché va sortir d'ici vers là, et si mon scénario est comblé, c'est fini pour mon trade. Voilà, un autre point important, c'est que nous, chez les spéculateurs, quand un trade explose comme ça, on ne laisse pas notre risque sur la table. Les stop loss étaient directement positionnés ici, parce que l'idée de trade, c'est quoi? L'idée de trade, c'est suivre une dynamique. Et cette dynamique, elle est donc
suivi par la Kinjun. Si le marché est en dessous de la Kinjun, on reste dans le trade. Si le marché casse la Kinjun, on n'est plus dans le trade. On voit ici, donc on a donc dynamisé notre stop loss. Elle était ici avant et elle était partie ici. Et ce genre de cadrage, on l'appelle les cadrages C, les cadrages confort. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation où si le marché revient, on ne perd rien, mais si le marché part chercher notre TP, on gagne beaucoup. Donc on neutralise notre risque. Alors maintenant on peut voir les résultats à la fin, on peut regarder que le marché a bien cheaté. D'ailleurs, notre trade a été propulsé par un data macro ici. Donc, le trade a explosé et on a touché au pips près en target. Vous voyez que notre système, nous permet d'analyser le marché avec logique, de trader avec précision. D'ailleurs, si tu veux apprendre toute la LS méthode, il y a un lien dans la description où tu vas trouver une façon d'apprendre avec moi. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour que je t'apporte encore beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de valeur. Et pour regarder qu'après, que les trades nous a touché sur notre TP, les marchés revenus. Vous allez me dire, tiens, ok, ça, ici, le fait que la Kinjun touche ici, puis repart, c'est du hasard. Vous allez me dire que le marché, quand elle touche, c'est au niveau de 23 370, hein, qui est un niveau de prix. C'est comme d'autres niveaux de prix. Et pourquoi est-ce que le marché a réagi à ce niveau de prix? Parce que nous, on trade avec précision et on analyse le marché avec logique. Et derrière ce type de cheminement, même si je ne dis pas de copier-coller mon système, mais de vous en inspirer pour créer votre système vous aussi, avec un cheminement comme la mienne, par exemple, le cheminement AST. Et une analyse, une façon d'analyser votre marché. Je ne sais pas si vous allez utiliser l'analyse fondamentale beaucoup plus que l'analyse technique. Je ne sais pas, ça dépend de votre pondération. D'avoir une stratégie, donc d'entrer dans un contexte de marché qui favorise, qui maximise votre espérance de gain et d'avoir des trades setup qui ont des probabilités assez fortes. Et du coup, sortir du marché avec précision comme moi. Alors, pour conclure cette vidéo, voici comment je structure mon système. Donc, voici comment est structuré mon système de trading. J'ai d'abord l'analyse du contexte. Elle me permet de définir un biais directionnel global en faisant une analyse tripartite, une analyse sonda, une analyse comportementale et une analyse technique. Puis en deuxième lieu, je sélectionne les marchés qui m'intéressent. Soit ça va être les BPUSD, les RUSD ou les DAX. Et je vais donc sélectionner l'actif du moment qui va donc avoir de fortes probas, qui va donc donc maximiser mon espérance de gain en quelque sorte. Troisième chose, c'est la stratégie. Troisièmement, c'est la stratégie. La stratégie me permet donc de maximiser cette espérance de gain en me forgeant une conviction. Est-ce que les H4, les H1 correspondent à mon H4? Ok. Voilà. Et l'autre chose, c'est que je vais donc chercher une stratégie adaptée au contexte. En analysant mon contexte, je vais donc chercher une stratégie adaptée au contexte. Est-ce que c'est une stratégie sortie d'ange? Est-ce que c'est une stratégie suivie de tendance? Ou est-ce que c'est une stratégie de contre-tendance, dépendamment du contexte que j'ai analysé? Puis, je vais faire aussi le calibrage du risque. Je vais donc calibrer mon risque en fonction du contexte parce que les opportunités ne sont pas égales. Même si les setups peuvent se ressembler, un KBO, un KPB, un KBO, un 1, mais les contextes dans lesquels ils se forment, elle est complètement différente. Et ça fait aussi la différence entre les traders qui ne sont pas consistants à long terme et les traders qui les sont. Les traders qui comprennent que les conditions de marché ne sont pas très bien et les traders qui subissent un setup, même si les conditions de marché sont mauvaises. Et puis il y a aussi les choix de l'actif et de la session, dépendamment de l'actif que je vais travailler. Je vais donc sélectionner un actif spécifique parce qu'on l'a vu, la méthodologie derrière la philosophie derrière ma méthode, ce qui veut donc m'exposer en même temps que les volumes institutionnels, que les volumes de real money. Parce que moi je suis un spéculateur, mais je m'exposais en même temps que les volumes de real money, les volumes de grosses mains. Parce que c'est eux qui font bouger le marché. La dernière étape du processus, c'est l'exécution. Pour l'exécution, je vais donc chercher un trade setup approprié à la stratégie. Si j'ai une stratégie telle, je vais donc chercher un trade setup approprié à la stratégie. Je ne vais pas trader un KBO, je ne vais pas trader un Kumo pullback, donc une stratégie de pullback dans des contre-tendances. Ça ne sert à rien, ça ne peut même pas exister. Donc si je vois, si je suis dans une stratégie de contre-tendance et que je vois une stratégie, un setup de pullback, c'est pas logique. Donc j'avorte les trades et je ne les fais pas. Et dans la plupart des situations, ce trade est toujours mauvais. Donc il faut toujours marier la stratégie au trade setup. Le trade setup seul ne suffit pas, il faut le mettre dans le contexte. Maintenant, donc le trade setup aussi, il va me permettre de trouver un RR potentiel du trade. Parce que si j'ai mon niveau de stop loss, si j'ai mon niveau de TP, je peux donc calculer les RR potentiels de cette opportunité et regarder si elle est intéressante ou pas. Puis il y a les calibrages dynamiques. Puis il y a les cadrages dynamiques. Donc dans l'exécution, on n'exécute pas, on ne met pas un stop loss. Notre approche n'est pas un set and forget. On ne met pas une position et puis on oublie. Non, on gère la position après. Parce que c'est cette gestion de position qui nous permet d'exploiter notre avantage statistique. Et puis je vais calculer rigoureusement ma position. Si c'est un trade, je devais mettre $250 ou 1% de mon capital, je mets 1% de mon capital. Voilà les cheminements AST.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas et vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, il y a un lien dans la description qui t'amène dans mon canal Telegram. Il y a plus de 40 heures de podcasts gratuits que tu peux écouter et apprendre énormément de choses. Moi, je te dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao!